Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez bien? Parfait, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à ce premier webinaire de l'année 2025, organisé en partenariat avec Sofiac. Avant tout, permettez-moi donc de vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et qu'elle soit donc remplie de succès, d'innovation et de belles opportunités pour chacun d'entre vous. Nous sommes donc tous réunis aujourd'hui pour aborder le sujet qui est donc les enjeux financiers de la décarbonation. Ce thème est au cœur des préoccupations économiques et environnementales et nous avons la chance de compter parmi nous des experts pour éclairer ces questions. Donc, je suis ravie de vous présenter Stéphane Legentil, directeur général de Sofiac France, Philippe Mongeard, président et fondateur de Global Climate Initiative, Christopher Sanson, qui est le responsable du pôle méthodologie chez Global Climate Initiative, et Victor Véron, qui est le responsable pôle conseil de GCI. Sans plus attendre, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Mongeard. Bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du métier de GCI. C'est assez simple. On s'occupe de la stratégie de décarbonation des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. On fait ça depuis une douzaine d'années avec une approche originale dans le sens où nous avons une approche globale, bien évidemment toujours à l'intérieur de la plus stricte conformité aux référentiels, normes et bases de données. Nous accompagnons nos utilisateurs à hauteur de ce qu'ils exigent. Bon, nous avons des utilisateurs qui sont déjà très matures, très autonomes, qui se servent librement de notre plateforme. On a des utilisateurs encore plus matures qui sont des experts associés. On en a un peu plus de 130 qui déploient nos solutions auprès de leurs clients. On a aussi des entreprises qui sont des primo-exécutants dans le carbone, donc on accompagne du début jusqu'à la fin. Et puis, surtout, la stratégie 2025, c'est un scoop que je vous délivre, elle s'appelle Scope 3 Monitor. On a bien compris que l'essentiel des entreprises qui avaient besoin de le faire ont déjà fait leur bilan carbone. Par contre, elles sont toutes un petit peu aujourd'hui pantois devant leur Scope 3, qui représente entre 50 et 80% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a déployé depuis 2024 cette stratégie d'un produit directement orienté Scope 3 qui s'appelle Décarbone Achat, qui va permettre à chacun de profiter enfin d'un potentiel important. Il s'agit de 90% du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Donc j'ai essayé là pour à la fois désacraliser et démocratiser le bilan carbone, et puis surtout pour simplifier et accélérer la baisse du poids carbone, la baisse de l'empreinte carbone du scope 3 des fournisseurs. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes là avec nos partenaires Sofiac? Parce que, évidemment, il faut que tout ceci puisse être financé. Alors, c'est financé, je dirais, par l'éthique, la bonne chose, très bien. C'est financé par les obligations, très bien. Mais c'est surtout financé par des offres originales de financement, celles de la Sofiac, qui permettent d'établir sur des périodes longues de 10-15 ans un véritable plan de décarbonation sans faire souffrir ni l'exploitation, ni la trésorerie, ni la rentabilité de l'entreprise. Et là-dessus, je passe la parole, c'est ça, Lucia, à Stéphane. C'est ça. Merci Philippe. Bonjour à tous, très bonne année à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente très rapidement Sofiac, qui est une solution d'investissement. Notre but est d'investir en fait, dans la transition écologique des entreprises avec impact. C'est-à-dire que nous cherchons réellement à réaliser un impact fort au niveau de nos investissements. Nous existons depuis exactement un an. On a été lancé en janvier l'année dernière et on dispose à la date d'aujourd'hui de 210 millions d'euros qu'on dédie aux projets d'économie d'énergie, de décarbonation, donc en profondeur, je vais revenir là-dessus, pour les entreprises du secteur privé, donc dans les secteurs industriels et le grand tertiaire. On est derrière nous, on a un certain nombre de partenaires financiers relativement connus, à la fois publics et privés. Donc, on a l'ADEME par l'intermédiaire de sa branche ADEME Investissement. On a Mirova, qui est une filiale du groupe Natixis Banque Populaire Caisse d'Épargne. On a également, alors on est à l'origine une initiative qui existe, qui a été lancée au Canada, et on est la petite sœur française
Donc on a notre actionnaire, je dirais, historique canadien qui est Fonds d'Action, qui est un fonds de pension canadien qui nous accompagne également. On a des fonds européens et puis on est aussi accompagné par quelques banques bien connues comme la Banque Postale, la BNP et MUFG qui est une banque japonaise. Donc le but de Sofiac est d'investir à 100% les coûts des projets de nos clients sans leur demander de garantie et de se rembourser uniquement sur une partie des économies financières qui vont être réalisées par ces projets sur des durées qui peuvent être relativement longues puisqu'on va jusqu'à 15 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà le but de Sofiac, c'est vraiment d'accompagner la réalisation des projets sur des durées longues et de financer ça à 100% pour nos clients. Merci beaucoup Stéphane. Maintenant, passons sans tarder à notre première partie de ce webinaire, donc le contexte économique, réglementaire et fiscal de la décarbonation. Je passe la parole à Philippe Mangeard. Merci beaucoup. Ben voilà, donc Stéphane a donné le là. Il propose une solution qui va permettre de financer sur les économies ou la rentabilité améliorée des installations qui vont permettre de décarboner. C'est assez formidable. Donc c'est un volet économique qui va intéresser et qui intéresse, on revient à la réussite de Sofiac, de nombre d'entreprises. Il y a quelque chose aussi qui pousse, il faut le dire, hein, les entreprises à aller dans la direction de la décarbonation. Et c'est malheureux à dire, mais au moins, il faut ça au moins pour que ça marche, c'est la réglementation. Alors, la réglementation, elle s'applique évidemment aux entreprises plutôt importantes, hein, de plus de 500 personnes, la CSRD de plus de 250 personnes. Ça fait quand même à peu près 50 000 entreprises au moins en Europe. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre. Cette contrainte réglementaire, cette contrainte fiscale, parce qu'il y a aussi des taxations fiscales, hein, les ETS, les MACF, etc., elle s'applique de chef à des gens qui sont des obligés, va-t-on dire, mais ces obligés ne vivent pas seuls, ils vivent avec leur écosystème de TPE, PME, organisations diverses et variées, et comme je le disais tout à l'heure, l'empreinte carbone des entreprises est principalement dans le scope 3, et dans le scope 3, il y a tous les fournisseurs. Donc ce qu'il faut retenir de cette double contrainte réglementaire et fiscale qui s'applique aux obligés, c'est qu'elle impose à 100% des entreprises européennes une contrainte commerciale, qui est de bonne aloi, je dirais, puisqu'il s'agit pour toutes les entreprises européennes, quelle que soit leur taille, petite, moyenne, grande, très petite, d'assumer un nouveau profil de leur entreprise qui s'appelle la compétitivité carbone. Aujourd'hui, on peut établir le fait que d'ici 2-3 ans, sera attaché à tout prix d'un service ou d'un produit le poids carbone de ce produit ou de ce service, au principe que tous les acheteurs, je dis bien tous les acheteurs, pour des raisons de chaîne, hein, de fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, seront obligés d'engager une discrimination carbone positive. Ce terme est un peu dur, un peu violent, mais il veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que demain, à prix égal, on choisira le produit le moins carboné, et j'espère bien qu'un jour, à poids carbone égal, on achètera le produit le moins cher. C'est ça la grande logique de la décarbonation. C'est tout à fait réalisable. Le commerce, c'est la guerre, et la guerre, ça se gagne par la compétition. Et merci Sofiac d'aider les entreprises à financer cette transition obligatoire vers des activités moins carbonées, plus rémunérateurs pour les entreprises et plus protecteurs pour la planète. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Christopher. Merci Lucia. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui des risques climatiques pour les entreprises et comment ils vont influer sur les finances des entreprises et les économies des entreprises. Je vous présenter un premier graphe qui est un graphe du GIEC, ici, qui est une projection. Ce sont des projections qui ont été établies par le GIEC. Ce sont les trajectoires SSP, SSP pour Shared Socio-Economic Pathways ou trajectoires socio-économiques partagées. Ce sont des scénarios qui ont été développés pour explorer comment les changements sociaux, économiques et environnementaux peuvent influencer les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique global. Vous avez ici 4 trajectoires. On a une première trajectoire, 2 premières trajectoires en bas en bleu, qui sont les SSP1. Alors ça, ce sont les trajectoires dans lesquelles le monde respecte les limites qui ont été fixées par l'accord de Paris, les limites de réchauffement global des températures. C'est le scénario de durabilité.
Vous avez une trajectoire SSP2 qui est un peu le chemin médian, c'est une continuité dans les tendances actuelles, c'est un développement socio-économique modéré. Vous avez le SSP3, c'est le scénario des régionalités. Donc ici, on a un monde fragmenté avec un retour des préoccupations nationales et locales, peu de coopération internationale et des inégalités accrues. Et enfin, vous avez le scénario SSP5, qui est le scénario du pire, qui est le développement fossile. C'est un monde axé sur une croissance économique rapide, avec une exploitation intensive des énergies fossiles, et cela complètement au détriment des préoccupations environnementales. Alors pourquoi je vous parle de ces scénarios? Parce que, en fonction de ces scénarios, vous allez avoir plusieurs types de défis pour les entreprises. Dans un scénario plus émissif, donc SSP5, SSP3, ça correspond à des dommages physiques considérables, donc des dommages physiques élevés. Et là, les entreprises vont devoir s'adapter. Elles vont devoir s'adapter aux risques climatiques, aux aléas climatiques extrêmes, notamment les inondations, les canicules, les submersions, et d'autre part, des phénomènes plus graduels, comme l'augmentation, la diminution des pluies moyennes saisonnières, les érosions côtières. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, il va y avoir une exposition accrue sur les infrastructures et sur les chaînes d'approvisionnement. Ça a des coûts financiers. On a eu quelques exemples, notamment en 2018, par exemple, il y a un site de production BASF sur le Rhin qui a dû fermer parce que les niveaux, il était desservi par un transport de marchandises fluviales, et le niveau du fleuve était très bas, et donc il n'a pas pu être livré. Vous avez donc ces risques d'adaptation avec des coûts financiers certains, notamment qui vont avoir lieu notamment sur les primes d'assurance ou sur des cas de perte d'activité. Pour avoir quelques chiffres, hein, à l'échelle mondiale en 2023, les pertes financières liées aux catastrophes naturelles se sont élevées à 250 milliards de dollars. Vous avez donc, pour ces scénarios extrêmement émissifs, des risques d'adaptation. Vous avez ensuite, pour les scénarios qui sont moins émissifs, donc ces trajectoires décarbonées, ouais, si on peut revenir à la slide précédente, sur des trajectoires moins carbonées, hein, SSP1, SSP2, des risques de transition, parce que ici, vous allez avoir des changements sociétaux rapides, et il va falloir que les entreprises s'adaptent, en tout cas transitionnent vers un monde bas carbone. Vous allez avoir ici plutôt des pressions réglementaires et sociales, des coûts financiers, notamment à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi des surcoûts en ressources humaines et des surcoûts financiers. Alors, comment on fait justement pour prendre en compte tous ces scénarios? C'est assez simple, ça se résume en 4 mots. On anticipe, on atténue, on s'adapte et ensuite on se consolide. Alors, la première chose, comment on anticipe? Pour anticiper, on va anticiper les évolutions réglementaires. Il faut qu'on cartographie les risques réglementaires, c'est-à-dire est-ce que je suis soumis à des réglementations particulières, bilan GES réglementaire, CSRD, MACF. On se tient au courant des évolutions législatives et on intègre ça dans sa stratégie d'entreprise. Et enfin, on met en place un reporting carbone conforme aux standards en vigueur, que ce soit l'ISO, que ce soit le GHG protocole ou le BGS réglementaire français. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va atténuer. Pour atténuer, qu'est-ce qu'on dit, de quoi on parle quand on parle d'atténuation? On va décarboner sa chaîne de valeur et on va renforcer son innovation. Alors décarboner, qu'est-ce qu'on fait? On fait un audit énergétique, on va réduire sa dépendance aux énergies fossiles, on va investir plutôt dans les énergies renouvelables, et là, je pense que Stéphane en parlera. On va décarboner sa chaîne de valeur. Pareil, ici, je pense que Victor vous en parlera un peu plus en détail, et on va essayer d'innover, de développer des produits moins carbonés. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de pallier au problème d'adaptation. Donc, on va essayer de s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait? On va renforcer sa résilience face aux aléas extrêmes. On va essayer de cartographier les vulnérabilités opérationnelles, de savoir où dans ma chaîne de valeur il peut y avoir des risques. On va essayer justement, pour pallier à ça, de diversifier sa chaîne d'approvisionnement. On va essayer de ne plus être dépendant que d'un seul fournisseur. On va essayer de varier, de diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Et on va essayer de mettre en place des plans de continuité, notamment. C'est un exemple particulier, mais on peut faire ça. Enfin, dernière chose, on va essayer de se consolider. Pourquoi on se consolide? On va essayer d'attirer des financements et de construire une image forte autour de toute cette stratégie.
C'est important pour attirer des financements. Comme M. Mangeard l'a abordé, on est vers plutôt une trajectoire où il va y avoir effectivement une discrimination carbone positive. On va essayer de communiquer là-dessus. Alors, il y a des manières de communiquer, hein. On entend très souvent parler de neutralité carbone, on est neutre carbone. Ça n'existe pas. Il y a pas de, personne n'est neutre carbone, aucune entreprise n'est neutre carbone. Elle contribue à la neutralité carbone. Et enfin, une chose très importante dans la stratégie d'entreprise, on va former et on va sensibiliser les parties prenantes et les employés de notre entreprise afin que le message se diffuse et afin de faire comprendre la stratégie d'entreprise. Voilà à peu près pour moi sur les risques du réchauffement climatique et du plan que les entreprises peuvent mettre en place. Et je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, passons à la deuxième partie, l'importance de concilier les performances donc, environnementales et rentabilité économique. Je passe la parole à Stéphane. Merci, Lucien. Donc, on a vu que, de toute façon, à un moment ou à un autre, on aboutit à la question de l'investissement. Pour faire tout ce qui a été décrit avant, à un moment ou à un autre, il faut investir. Donc, c'est nécessaire pour financer la transition. Mais ce que je souhaite vous montrer, c'est que ça peut être rentable économiquement pour l'entreprise. Et là, je vous ai mis les solutions un petit peu traditionnelles, je dirais, de financement pour les entreprises. La plus évidente pour les entreprises, c'est de faire appel à ses fonds propres. OK, j'ai un projet de décarbonation, j'ai de la trésorerie, j'ai des fonds, je fais appel à mes fonds propres. C'est ce qui est probablement le plus logique et le plus intéressant si l'entreprise a la trésorerie et qu'elle souhaite investir sur ces projets-là. Donc évidemment, ça a un impact sur la trésorerie de l'entreprise, mais souvent, la limitation, c'est que les entreprises se fixent des critères de retour sur investissement qui sont relativement courts. Parce qu'en fait, dans les entreprises, il y a énormément de projets qui ont besoin d'être financés. Et donc, pour faire le tri, en général, on va dire, on va financer les projets qui ont les retours les plus courts. Et souvent, moi, quand je parle aux entreprises, la plupart du temps, on parle de 4 ans maximum pour ces retours sur investissement. Et encore, là, on est plutôt dans des durées relativement longues. Il y a certaines entreprises, c'est des ROI de 1 an ou 2 ans maximum pour financer les projets en fonds propres. Ensuite, les entreprises vont... alors, le plus logique, c'est de se dire, j'ai besoin d'argent, je vais aller voir mes banquiers, donc je vais aller voir pour faire un éventuel prêt bancaire. Donc ça, c'est une chose relativement classique également. Alors, le souci de faire ça pour les entreprises, c'est que là, vous allez augmenter les dettes de l'entreprise, puisque vous allez prendre un prêt, votre bilan va être impacté au niveau des dettes financières, vous augmentez vos dettes financières, ce qui n'est pas actuellement, c'est pas forcément extrêmement bien vu, et donc les entreprises essayent de baisser leur endettement. Et donc ce cadre-là est un petit peu plus compliqué. Les banques vont également demander des garanties en contrepartie du prêt. Elles ne vont pas financer les projets à 100%. Souvent, elles vont demander un apport de la part de l'entreprise. Et également, les prêts sont rarement des prêts de long terme. On va rarement aller jusqu'à 15 ans pour ce type de prêt. L'autre solution sont des solutions aussi assez classiques de leasing, donc de location, de crédit bail. Là, c'est un petit peu différent, c'est que l'entreprise dit je ne vais pas acheter les équipements ou les solutions, je vais les louer. Alors, dans tous les cas, c'est maintenant de toute façon assimilé à une dette financière, ces solutions-là. Donc, ça a le même impact sur le bilan de l'entreprise. Ça reste une dette financière, ça augmente l'endettement de l'entreprise. Les actifs, eux, n'appartiennent pas à l'entreprise, c'est une location. Et ça a également certaines limitations techniques. Je prends un exemple. Vous voulez améliorer votre bâtiment, vous voulez faire l'isolation, isoler votre bâtiment. Malheureusement, l'isolation, vous n'allez pas pouvoir la louer. C'est quelque chose qui fait partie du bâtiment, qui doit être payé, qui s'achète. Vous ne pouvez pas faire de leasing pour ça. Donc techniquement, le leasing ne permet pas de faire tout type de financer tout type de solution. Et également, pour ce genre de choses, les remboursements sont fixes, quelle que soit la performance. En fait, votre partenaire de leasing ou votre banque ne va pas aller regarder si votre projet fonctionne. Elle va vous demander de rembourser des mensualités fixes, quel que soit le résultat du projet.
Et dernière solution, donc Sofiac, aujourd'hui c'est un investissement de long terme. On est payé uniquement à la performance réalisée des projets. Donc le but c'est de faire des projets qui vont réaliser une certaine performance financière et de partager les gains financiers entre l'entreprise et Sofiac. Donc il y a un intérêt financier également pour l'entreprise. Sofiac va également transférer la propriété des actifs immédiatement à l'entreprise, qui a un intérêt double, hein. C'est un intérêt d'augmenter sur le bilan les actifs de l'entreprise, comme pourrait l'être un achat direct par l'entreprise. Et également, ça a des intérêts fiscaux, puisque ça permet de faire de l'amortissement et donc de réduire l'impôt sur la société. Et enfin, l'investissement Sofiac va apparaître comme une dette, hein. Il n'y a pas de miracle au niveau financier, donc ça reste une dette, mais c'est une dette sans recours, ou une dette qu'on appelle junior, puisque Sofiac ne demande aucune garantie à ses clients, pour peu que les clients soient en bonne santé financière. Et donc, ça reste une dette, ça va paraître au bilan comme une dette, mais petite nuance, en comptabilité française, ce n'est pas une dette financière. Ça ne va pas augmenter l'endettement financier de l'entreprise, ça va être une dette fournisseur, ce qui fait une grosse différence au niveau des banquiers qui analysent les ratios d'endettement des entreprises. Donc l'investissement de Sofiac dans un projet est immédiatement rentable pour l'entreprise, puisque nous investissons 100% des coûts et nous partageons une partie des économies réalisées avec le client. Si on peut passer à la slide suivante. Donc le modèle de Sofiac, nous sommes en fait sur la base contractuelle de ce qu'on appelle des CPE, des contrats de performance énergétique. Donc ce sont des contrats sur lesquels il y a un engagement de performance, une garantie de performance, une garantie d'économie. Et donc nous allons signer des contrats de performance à la fois d'un côté avec le client, que vous voyez en bas, où Sofiac va s'engager sur les performances et le client va partager une partie des économies réalisées. Sofiac va également transférer la propriété des équipements financés au client dès la réception des travaux. Donc le client devient propriétaire dès que le projet est réalisé. Et de l'autre côté, donc Sofiac signe également un CPE avec une entreprise de services énergétiques, donc l'entreprise qui va réaliser les travaux et s'engager sur les performances et donc payer l'intégralité des travaux auprès de cette entreprise. Et tout ça, va être, les économies vont être vérifiées par une tierce partie indépendante qui est là pour vérifier, mesurer, certifier que les économies financières réalisées sont bien présentes. Et aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui est Afnor Énergie, qui fait ce genre de démarche de certification d'économie d'énergie. Alors, je vais vous prendre sur la slide suivante, je vais prendre un petit exemple concret. Ça, c'est un client avec qui on a travaillé. Donc, c'est un client dans l'industrie agroalimentaire qui avait des groupes froids très anciens, qui avaient plus de 40 ans, qui avaient besoin de les changer. Donc, ces groupes froids avaient des coûts de maintenance très élevés et il avait besoin de les changer par des groupes beaucoup plus efficaces d'un point de vue énergétique. Et également, on a profité pour ajouter de la récupération de chaleur au niveau de ces groupes froids, ce qui permet de réutiliser cette chaleur dans d'autres process de l'entreprise. Donc ce projet a un temps de retour de 7 ans, un temps de retour BE de 7 ans, et le client retardait cet investissement parce que tant que les groupes froids fonctionnaient, finalement, 7 ans, c'était trop long en termes d'investissement. Mais grâce à Sofiac, donc, on a pu réaliser ce projet donc avec un coût de CAPEX pour le client qui était de 6,5 millions, 12 mois de travaux. Ce projet avait des subventions principalement à l'aide de C2E de 1,3 million d'euros. Donc il y avait un reste à charge pour le client de 5,2 millions au niveau du coût du projet. Alors par contre, la mise en place de ce projet permet des gains opérationnels pour l'entreprise d'environ 730 000 euros par an. Et ce sont des gains sur les économies d'énergie parce que ce sont des équipements
plus efficaces sont des gains en maintenance parce que ce sont des groupes plus récents, alors que ces anciens groupes froids avaient des coûts de maintenance extrêmement élevés. Et ce sont également des gains par la récupération de la chaleur. Donc le fait que les groupes froids émettent de la chaleur, le client a pu la récupérer et donc ne pas avoir à générer de la chaleur pour un autre process qu'il a. Donc Sofiac, vous le voyez sur la gauche, a investi 5 millions d'euros, donc l'intégralité du reste à charge. Et nous avons pu partager avec ce client 18% des économies d'énergie. Donc le client garde 130 000 euros sur les économies qui sont générées tous les ans. Le reste est gardé par Sofiac pour rembourser l'investissement. Et dès la mise en service du projet, l'amortissement fiscal a permis également à l'entreprise de faire un gain fiscal de 100 000 euros. Donc vous voyez là sur le graphique l'intérêt pour l'entreprise. La première année, l'entreprise a généré une trésorerie de 230 000 euros sans avoir investi quoi que ce soit et en ayant remplacé ces vieux équipements par des équipements tout à fait modernes aujourd'hui. Et vous voyez l'intérêt aussi au fil des années avec l'évolution des coûts énergétiques qui sont prévus. Voilà l'exemple que je voulais présenter. Merci beaucoup Stéphane. Maintenant, passons à notre troisième partie qui va être présentée donc par Victor, les étapes d'une stratégie de la décarbonation efficace. Merci Lucia, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors quant à moi, je vais essayer de vous décrire en quelques minutes finalement ce qui se passe en amont, à savoir comment déterminer justement ce qu'il faut financer et ce qui est stratégique de financer pour l'organisation ou l'organisation étudiée. Selon nous, les grandes étapes clés d'une stratégie de décarbonation qui fonctionne bien, on commence tout d'abord par une sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes. On se rend compte que, et on le verra plus en détail juste après, que la sensibilisation en général est très motrice de l'action et elle permet le passage à l'action derrière de façon beaucoup plus efficace. Derrière, on fait un état des lieux et là, on rentrera évidemment dans le très répandu et connu aujourd'hui bilan GES. Derrière, on construit la stratégie climat en tant que telle de l'organisation en incluant cette stratégie dans la stratégie d'entreprise. Là, il existe des dispositifs qu'on vous présentera également. Et pourquoi finalement faisons-nous tout ça? Eh bien, pour identifier les projets qui sont effectivement intéressants de financer et derrière aller atteindre sur une échelle de temps moyen-long terme, eh bien, la résilience et la pérennité de l'organisation étudiée. C'est vraiment ça l'objectif qu'il faut avoir en tête. Concernant le premier volet, donc la sensibilisation, je le répète, vraiment sensibilisation moteur de la mise en action. C'est vraiment de cette façon qu'il faut, selon nous, aborder le sujet. On vous présente ici quelques grands axes de réflexion, quelques solutions de sensibilisation. Évidemment, cette slide est loin d'être exhaustive. Il existe mille et une façons de se sensibiliser au sujet énergie-climat et de comprendre pourquoi derrière, on répond à toute cette réglementation et pourquoi on va chercher justement cette rentabilité, cette pérennité économique dans le temps en faisant tout ce travail-là. C'est vraiment l'objectif. Alors, je vous en cite quelques-uns. Nous avons la possibilité, j'essaie de vous proposer des sessions de sensibilisation énergie-climat de 1 à 2 heures en présentiel ou en visioconférence. Le fameux atelier La fresque du climat. Il est inutile de faire à nouveau la pub de cet atelier tellement il a bien fonctionné sur les dernières années. Quelques lectures, Le Monde sans fin, une BD très ludique et accessible qui pose très bien le sujet. Également, on peut citer Tout comprendre ou presque sur le climat. Je le répète, cette liste est loin d'être exhaustive. Une ressource qui, selon nous, est également importante, le résumé pour enseignants du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Vous prenez le dernier gros rapport du GIEC, vous le synthétisez, et vous obtenez ce document qui est accessible à tous et qui aborde le sujet avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'infographies très intéressantes. Et c'est, encore une fois, une option, une façon de rentrer dans le sujet pour enchaîner vers la suite. La suite, la voilà. On poursuit avec un état des lieux. L'état des lieux, c'est la réalisation de l'empreinte carbone de l'organisation étudiée, qu'elle soit privée ou publique. Qu'est-ce que c'est finalement faire une empreinte carbone? Très rapidement, pour la plupart d'entre vous, probablement le savent déjà, on
on cherche à quantifier les émissions de gaz à effet de serre de l'organisation étudiée. Ça revient finalement à évaluer son niveau de dépendance, et ça c'est quelque chose dont on a moins conscience en général. Ça revient à évaluer le niveau de dépendance aux énergies fossiles de l'organisation étudiée. Autrement dit, on identifie les flux physiques dont dépend cette organisation-là. C'est vraiment ça une empreinte carbone finalement. À la fin de l'exercice, on obtient un chiffre, on obtient des chiffres dans tous les sens, et en tant que tels, ils ne servent d'une certaine façon à rien. Il faut les analyser. Pourquoi les analyser? Tout simplement pour cibler là où ça fait mal, là où la dépendance est forte. En faisant ça, on peut derrière prioriser l'action pour rendre efficace la décarbonation de l'organisation. Et c'est là où cet exercice va nous permettre d'identifier le projet à financer qui va effectivement être fortement impactant. Et c'est là où Sofiac rentre en jeu. Les outils, évidemment, certains, vous les connaissez. Nous, en tant que plateforme SaaS GCI, évidemment, nous sommes un des outils de réalisation de l'empreinte carbone des organisations. Et autour de cet outil SaaS, nous appliquons à la lettre les normes et les méthodes qui encadrent l'exercice. À l'échelle internationale, vous entendez probablement très souvent parler du JAG protocole et de l'ISO 14064. À l'échelle nationale, la méthodologie bilan carbone portée par l'ABC et par l'ADEME et la méthodologie bilan GES. Troisième étape, réalisation de cette empreinte. Très rapidement, en quelques mots, on commence par une collecte des données. Ces données, on va les traiter pour les rendre exploitables dans une empreinte. Face à ces données d'activité, on va appairer, associer des facteurs d'émission les plus pertinents possibles. On réalise de cette façon le calcul des incertitudes. On interprète ces résultats. Et enfin, sur cette base quantitative, on va construire la stratégie climat de la société. Et il faut vraiment voir cet exercice comme quelque chose, comme un cercle vertueux, quelque chose qui doit se répéter, s'annualiser. C'est vraiment le cœur même du principe de l'exercice. Et l'exercice s'inscrit dans une amélioration continue. Les premières empreintes carbone des organisations ont des niveaux de robustesse en général assez faibles. Et le but, c'est d'augmenter cette qualité-là pour cibler de mieux en mieux l'action et donc bien mettre le doigt sur le financement, sur le projet à financer qui aura effectivement beaucoup d'impact. Donc, grands objectifs majeurs de l'exercice, annualiser, améliorer la qualité de la collecte des données, automatiser le plus possible la collecte de données. Certaines organisations, aujourd'hui, au bout de 2-3 ans d'exercice, cliquent littéralement sur un bouton et obtiennent leur bilan. Et c'est vraiment ça l'objectif. Internaliser le savoir-faire, tout comme il y a eu un comptable classique dans toutes les organisations depuis maintenant plusieurs décennies. Selon nous, demain, il y aura un comptable carbone dans chacune des organisations. Et enfin, augmenter de ce fait la robustesse du bilan réalisé. Merci beaucoup. Dernier petit élément sur cette slide, on finit par la construction de la stratégie climat. On a fait le bilan GES. Maintenant, objectif, stratégie climat de la société. Et on voulait faire un petit focus sur le dispositif Acte pas à pas porté par l'ADEME. Il existe plusieurs façons, évidemment, de construire sa stratégie, mais il existe un cadre très, très bien rigoureux et très bien encadré, celui de ce dispositif-là. De la même façon, chez GCI, nous avons une équipe de consultants capable de vous accompagner sur ce type de dispositif. Quel est l'objectif? Accompagner une organisation dans la construction et la planification de sa stratégie climat ambitieuse. Et le terme ambitieux est important. La cible de ce dispositif-là, c'est toutes les organisations qui ont déjà réalisé un ou plusieurs bilans GES derrière elles, mais qui n'ont encore jamais construit ou intégré de réelles stratégies climat à leur stratégie d'entreprise. En général, ce sont des missions qui durent de 20 à 30 jours hommes, sur un an, voire un peu plus, 5 étapes structurantes, donc c'est très bien cadré et tous les outils existent. Un prérequis, une personne interne à l'organisation étudiée va devoir se former en amont auprès de l'ADEME sur le sujet. Et on parle de financement justement à nouveau ici. Le programme volontaire français ACT permet de faciliter l'accès avec un plafond d'aide à 15 000 € pour ce type de dispositif. Voilà, merci à vous.
Maintenant, on va passer à notre dernière partie de ce webinaire, donc mesurer et valoriser les bénéfices financiers de la décarbonation. Et je passe la parole à Stéphane. Merci. Oui, j'ai juste une petite slide donc, pour vous expliquer en fait que la mesure et la valorisation des bénéfices est absolument clé au niveau et centrale en fait au niveau du fonctionnement de Sofiac, puisque finalement nous, en tant que Sofiac, nous sommes payés en fonction de la réalisation de l'impact des projets. Et donc, on va aller mesurer les bénéfices économiques des projets et les bénéfices environnementaux des projets. Au niveau des bénéfices économiques, on va le faire de manière mensuelle. Donc, ça va être la mesure des économies réalisées, qui peuvent être de toutes sortes. Hein. Ça peut être des économies d'énergie, généralement, mais ça peut être des économies de coûts carbone, ça peut être des économies de maintenance, ça peut être des économies de tas de choses qu'on aura définies ensemble au niveau de la réalisation du projet. Ça, on va le faire de manière mensuelle. Et les bénéfices environnementaux, donc l'impact typiquement des réductions d'émissions de GES des projets ou d'autres impacts environnementaux, ça on fait une mesure et une validation au niveau annuel. Moi en tant que Sofiac, de toute façon je dois reporter au niveau annuellement à mes investisseurs l'impact environnemental des projets. Et donc, on va le faire nous, on le fait Sofiac de toute façon. Et donc, pour pouvoir le faire nous, on doit le faire aussi au niveau, de manière granulaire, au niveau de tous les projets qu'on réalise et donc avec tous les clients avec lesquels on travaille. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette mesure et la valorisation des bénéfices. Merci beaucoup Stéphane. Maintenant, Monsieur Mongeard, avez-vous un petit mot de conclusion? Votre micro. Le micro. On ne vous entend pas, Monsieur Mongeard. Micro, ouais. Oui, un petit mot de conclusion rapide. La présentation, et j'en remercie les différents acteurs, elle montre bien la logique infernale de la décarbonation. C'est d'abord prendre contact avec des gens qui savent pour être sensibilisés si on ne l'est pas, et ensuite tranquillement se mettre dans une démarche qui, rappelons-le, cette démarche structurante visant à élaborer des calculs scope 1, scope 2, scope 3, elle n'est pas d'hier, hein, elle a plus de 20 ans aujourd'hui, donc elle est parfaitement stabilisée, elle est parfaitement documentée, elle est parfaitement outillée grâce à des plateformes comme GCI, et donc évidemment, à la fin, quand on demande à une entreprise de décarboner, il faut lui dire où. Donc, il faut qu'elle voie les postes les plus carbo-émissifs. Après, il faut qu'elle sache comment. Donc, il y a des méthodes de décarbonation, des choix intéressants, des choix intelligents. Et puis après, il faut financer tout ça. Ça coûte pour une entreprise la transition énergétique, la transition écologique. Aujourd'hui, il existe des solutions. Stéphane en a parlé, des solutions classiques chez les banquiers, chez les actionnaires, chez qui on veut. Et puis là, vraiment, c'est chapeau Sofiac, c'est très original. Ce qui me plaît le plus dans l'offre de Sofiac, c'est le fait que Sofiac s'associe au risque. On prévoit ensemble de gagner de l'argent grâce à la transition, on prévoit de rembourser sa dette grâce à ça. Et si ça ne va pas, parce que ça ne va pas, il y a des projets des fois qui vont moins bien que prévu, eh bien on a juste la dette, ce qui n'est pas vraiment le cas dans une dette bancaire ou dans une dette leasing. Donc merci à Sofiac de prolonger naturellement, avec autant d'efficacité, la détermination qu'on essaie de pousser chez nos entreprises privées et publiques à décarboner véritablement leur activité. Et au-delà de la bonne volonté, il faut se donner les moyens. Donc merci Sofiac de donner aux entreprises des moyens financiers d'y arriver. Merci beaucoup. Philippe. Si je peux juste ajouter, on travaille aussi au niveau du scope 3, de la même façon, ce que vous décriviez. Donc, avec certaines grandes entreprises, on travaille avec leurs équipes d'achat pour les aider, en fait, pour que Sofiac soit finalement dans leur boîte à outils au niveau des achats pour leurs fournisseurs. Pour que leurs fournisseurs puissent connaître la solution Sofiac et puissent faire appel à Sofiac pour décarboner leurs activités. Voilà, petit point que je voulais juste rajouter. Alors, je reprends la main parce que c'est très intéressant ce que vous dites, Stéphane. C'est-à-dire que nous, on est dans la décarbonation des achats avec ce produit unique Décarbonachat et Décarbonao. Effectivement, on aide nos clients à détecter les fournisseurs les plus carbo-émissifs. On aide nos clients à collaborer avec leurs fournisseurs les plus carbo-émissifs pour trouver ensemble des pistes de réduction des émissions, par changement de type de matière première, de transport, d'emballage, d'énergie. Mais c'est vrai que on pourra, avec vous, dire à nos clients qu'au-delà, ils peuvent aussi conseiller à leurs fournisseurs pour véritablement décarboner leurs produits et réduire l'empreinte carbone de leurs clients, de s'adresser aussi à Sofiac pour trouver des solutions de financement et y aller, quoi. Voilà, donc on va bien travailler ensemble, parce que je rappelle, Stéphane, que notre stratégie
2025 et plus, elle s'appelle Scope 3 Monitor. Donc Monitor, il y a tout dans ce Scope 3, et ben, vous serez le monitor du côté financier et nous en sommes ravis, quoi. Merci beaucoup. Très bien. Maintenant, passons aux questions-réponses. Donc, échangeons. Je vais regarder donc vos questions en commentaire. Donc, nous avons déjà une première question de la part de Hélène Jacob. Donc, bonjour. Nous parlons beaucoup d'entreprises privées. Est-il applicable pour les entreprises publiques, notamment les établissements publics de santé? Alors, pour la partie carbone, bien sûr, mais Madame Jacob le sait bien, c'est surtout, à mon avis, pour le financement, Stéphane. Rien ne nous empêche de travailler avec des entreprises du secteur public. Faut juste trouver une manière de travailler ensemble. Voilà. Parce que généralement, la façon dont Sofiac travaille, c'est de se mettre d'accord de gré à gré avec l'entreprise sur le financement de ces projets. Tout comme, par exemple, dans le domaine bancaire, une entreprise va faire appel à ses banques, elle va travailler de gré à gré avec ses banques. Donc, on est un petit peu dans le même modèle. Voilà, donc dans le secteur public, ça peut être un petit peu plus compliqué de travailler, mais rien ne nous empêche de le faire. Et j'ai vu également qu'il y avait la question sur les associations de loi de 1901. Il n'y a pas de souci non plus de notre côté pour pouvoir accompagner ces associations. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question concernant euh, l'investissement, donc Sofiac. Jean-Louis nous demande si l'investissement Sofiac n'est pas considéré comme une dette financière en compta French, mais en compta US, GAAP et IFRS. Oui, donc en fait, effectivement, c'est une bonne question. Donc en comptabilité française ou en French GAAP, donc la dette sociale peut être considérée et sera considérée comme une dette fournisseur. En IFRS ou en US GAAP, par contre, là, elle sera considérée comme une dette financière. Il n'y a pas de solution alternative. L'IFRS est extrêmement strict à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut quand même revoir, c'est qu'une entreprise qui est soumise aux IFRS, en France, elle doit de toute façon faire une comptabilité française, ne serait-ce que pour faire ses déclarations fiscales. Et donc, il y aura cette double comptabilité. Il y aura la comptabilité FRS, la comptabilité française. Celle qui sera déclarée aux autorités françaises sera sous les normes French GAAP. Et c'est généralement celle-là que les créanciers vont regarder. Les créanciers en France, une banque française, elle ne va pas les regarder les bilans en US GAAP, elle va les regarder les bilans en French GAAP. Et donc, elle verra les aspects de dette fournisseur et pas les aspects de dette financière. Voilà pour la précision. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi une question de Teresa de Oliveira Noivas qui nous demande, avez-vous prévu une présentation de vos outils décarbonachat? On la prévoit quand vous voulez, madame. Là, on n'avait que 40 minutes et vous avez vu que le sujet était vaste. Donc, bien entendu, vous nous donnez un retour mail, vos coordonnées, et on vous organisera une présentation de décarbonachat. On pourrait la faire en 2 minutes, tellement c'est simple. Décarbonachat, c'est quoi? C'est un système qui permet à toute entreprise de demander à tous ses fournisseurs le poids carbone de ce qu'ils leur vendent ou ce qu'ils leur proposent. Comment avoir la réponse à cette question? Il faut en même temps que poser la question, donner la réponse outil. Donc l'entreprise donne à ses fournisseurs le lien vers notre service décarbonachat GCI. L'entreprise calcule en ligne son poids carbone, c'est-à-dire son PCF, son Product Carbon Footprint, que ce soit un produit ou un service. Et si l'entreprise découvre ce sujet, et pour 99% d'entre elles, c'est ce sujet, pas de problème. Sur le site, il y a des tutoriels, il y a des vidéos, il y a des FAQ, il y a une hotline, il y a des webinaires réguliers qui font que chacun peut effectivement aujourd'hui, et totalement conformément à l'ISO 1407, réaliser le calcul du poids carbone de ce qu'il veut vendre à ses clients et donc ainsi présenter clairement sa compétitivité carbone en regard de ses compétiteurs. Mais je reviens sur ce que je disais au début, madame, vous pouvez à tout moment nous faire un petit mot et on vous organisera une présentation plus complète avec la démonstration de l'outil qui n'est pas simplement un outil de calcul, hein, ça peut aussi un outil de gestion, ça gère les invitations, ça gère les relances, ça gère les suivis, ça intègre les facteurs d'émission dans le bilan carbone concerné, et ça donne à chacun, et le fournisseur et le client, un tableau de bord complet, qui permet aussi au fournisseur qui, par exemple, a été sollicité par son client A, de transmettre le PCF qu'il a calculé pour son client A à tous ses clients, puisque cette information lui appartient, et c'est son devoir, je dirais, de valoriser sa compétitivité carbone
en communiquant son PCF à tous ses clients et autres partenaires. Donc n'hésitez pas, revenez vers nous, madame, on sera vraiment très heureux de vous présenter tout ça. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question de la part de Audubert Camille qui nous demande, donc plus précisément à Sofiac, y a-t-il un montant minimum pour financer un projet avec Sofiac? Oui, il y a un montant minimum. Alors, ce n'est pas sur le projet, c'est sur on a un montant minimum par client, donc qui peut concerner plusieurs projets, qui est de 1 million d'euros. Donc, voilà, le client peut avoir plusieurs projets. Et du moment qu'on atteint le million d'euros, c'est le minimum pour que Sofiac puisse intervenir. Ok, ça marche, merci beaucoup. Ensuite, j'ai donc une autre question qui est, donc, si mon entreprise fait partie d'un groupe, les aides Sofiac peuvent-elles s'appliquer à chacune de ces entités? Alors oui, on va aller regarder. On peut travailler avec chacune des entités, effectivement. On peut travailler avec le groupe. Ça sera un petit peu du détail à regarder après comment on va le faire projet par projet, puisque je suppose que ça sera des projets dans chaque entité. Mais oui, il n'y a pas de souci. On trouvera une manière de travailler. Ok. J'ai donc une autre question pour Sofiac. Jusqu'à où le champ d'action Sofiac peut arriver? Donc, par exemple, nous sommes une société espagnole implantée en Tunisie. Alors, Sofiac ne travaille que sur la France aujourd'hui, donc sur des projets situés en France. Voilà. Donc, on ne pourra pas aller malheureusement investir sur des projets à l'étranger. Alors par contre, on a notre petite sœur canadienne qui peut intervenir sur des projets au Canada, et on a également un partenaire au Maroc qui lui investit sur le même modèle que Sofiac, qui ne s'appelle pas Sofiac mais qui a un nom un peu différent, mais qui a le même modèle que Sofiac, qui investit sur des projets au Maroc. Mais à chaque fois c'est sur des marchés nationaux, parce que c'est relativement compliqué sinon d'aller au niveau international, avec toutes les différences entre les pays, les systèmes de subvention, etc., etc. Ok, merci. Donc une autre question. Bonjour, concernant la partie investissement pour vos clients, y a-t-il une part dédiée à l'achat des garanties d'origine? Je suppose que c'est toujours pour moi. Oui. Bonne question. De toute façon, nous, on va investir sur l'ensemble des choses dont on a besoin pour que le projet se réalise. Donc, les garanties d'origine, j'avoue que il faut regarder plus en détail qu'est-ce qu'on souhaite faire. Donc, ce que je comprendrais, c'est que ça serait un projet sur lequel on va racheter des garanties d'origine sans nécessairement faire un projet de renouvelable. Je ne sais pas, il faut regarder en détail. Nous, on va typiquement inclure, par exemple, des projets de renouvelables décentralisés, donc du photovoltaïque typiquement. On va financer, enfin investir sur ces projets-là. On va laisser les garanties d'origine aux clients. Après, racheter des garanties d'origine, je ne sais pas. Il faut comprendre un petit peu plus le détail. Ouais, je juste rajoute, Monsieur Parcelier, chez GCI, vous avez aussi un catalogue de garanties d'origine disponible avec nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez acquérir des achats, des garanties d'origine pour l'énergie. Ok, merci. Donc là, une question pour GCI. Donc, si j'ai bien compris, chez GCI, on peut faire un bilan GES complet et engager la décarbonation des achats. Si au-delà de son BGUS, de son bilan du coup gaz à effet de serre, uniquement utiliser le module décarbonachat. Ah, tout à fait. C'est la stratégie Scope 3 Monitor. Comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel des entreprises ont déjà fait leur bilan carbone. Elles ont donc toutes considéré et constaté que le Scope 3, c'était le plus important. Elles ont toutes constaté que dans Scope 3, le plus important de l'important, c'était les fournisseurs. Et elles sont comme ça coincées, puisqu'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas des carbones achats, vous utilisez pour ces fournisseurs les facteurs d'émission des bases de référence, comme base carbone, EcoInvent, etc. Et donc, vous ne pouvez profiter de la réalité du poids carbone de certains fournisseurs qui, effectivement, sont largement plus performant que ce que annoncent les facteurs d'émission moyens. Donc, en clair, effectivement, si vous avez déjà fait votre bilan carbone, vous pouvez tout à fait adhérer à la plateforme GCI et ne travailler que sur la décarbonation des achats avec le module décarbonachat,
qui sera parfaitement intégré, échanger les données avec votre bilan, de quelque origine qu'il soit, un simple Excel ou une solution d'une autre plateforme. C'est totalement compatible. Ok, ça marche. Ensuite, une petite question encore pour Sofiac. Quels sont les critères les plus formels d'élimination des dossiers présentés? Donc, techno choisi, durée d'amortissement, nationalité du prestataire, côté expérimental de la solution. Alors, oui, donc il y a un certain nombre de critères. Donc, effectivement, on ne va pas aller sur de l'expérimental. Nous, il faut que ce soit des solutions matures et éprouvées. Hein. Donc, on prend déjà pas mal de risques au niveau de Sofiac, donc on ne va pas prendre un risque d'expérimentation. Ensuite, on va regarder le minimum il faut que le projet ait un minimum d'investissement que j'ai mentionné. Enfin, l'ensemble des projets qu'on veut financer, un minimum de 1 million d'euros par entité, enfin par entreprise ou par groupe. Et après, il faut simplement que le projet se rembourse, puisse se rembourser sur une durée maximale de 15 ans. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices générés par le projet puissent rembourser l'investissement de départ sur une durée maximale de 15 ans. Voilà. Après, nous, on va regarder aussi la santé financière de l'entreprise, hein, puisque comme on ne demande aucune garantie, qu'on transfère la propriété des équipements, je dirais qu'on prend un certain risque au niveau de l'entité sur laquelle on va investir. Donc ça, on va être très attentif à ça. Voilà. Et puis le critère sinon principal, mais qui est probablement évident pour tous, c'est que nous ne pouvons pas investir sur des projets qui augmenteraient les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. C'est le moins qu'on attend. Ouais. Mais quelquefois, pour certains clients, c'est pas forcément évident. Ah non, on compte sur vous. Encore une question, Lucien, parce que je vois qu'on arrive au bout, là, 54, on avait prévu de libérer tout le monde à midi. Oui, là c'est bon, nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus de questions. Non, Ben, plus personne n'a posé de questions. Attendez, je vérifie. Hop. Non, c'est bon. c'est bon? Ouais. Bon, eh ben on va en rester là. On va remercier nos intervenants, brillants intervenants, merci. C'était clair. Et puis, Sophia, qui a fait sa première année d'existence avec un webinaire avec Jessie, ben, on aime bien ça. Et donc, on va se porter des vœux réciproques d'une bonne coopération et d'une bonne collaboration en 2025. Et puis, à tous ceux qui sont encore en ligne, je vois qu'il y a encore 80 personnes en ligne, ben, je dis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour votre Merci à tous. participation. Merci Philippe. Merci à tous. beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.